Alors, où est-ce qu'on se situe dans la progression du cours? Donc, parmi tous les chapitres qui sont mentionnés ici, on peut voir que la progression du cours respecte également la démarche de résolution d'un problème de statique. À savoir qu'on va commencer par déterminer les inconnus de liaison au niveau des réactions aux appuis en statique. Ensuite, on va faire des coupures internes pour déterminer les diagrammes NVM. Donc, ces deux chapitres concernaient le premier cours, base de la statique. Ensuite, dans le cours suivant, c'est-à-dire le cours actuel, contraintes et déplacements, on a vu les caractéristiques géométriques qui interviennent dans les différentes sollicitations, traction, compression, moment de flexion. Donc, nous en sommes ici dans l'étude de la sollicitation simple de flexion simple. Et donc on va voir maintenant comment calculer les déplacements en flexion. Donc lorsqu'une poutre fléchit, on va calculer le déplacement vertical, petit v, pour tout x, pour tout point de la poutre. Donc on appelle petit u le déplacement dans traction-compression, le déplacement horizontal, et petit v, le déplacement vertical. Alors, comment est-ce qu'on va calculer une déformée en flexion simple? Alors, partons d'un exemple simple, par exemple une poutre sur deux appuis. Donc une poutre isostatique, articulée en A par exemple, et appuyée simplement en B, et soumise à un chargement uniforme, par exemple, entre A et B. Donc on va intuiter la déformée. Donc j'ai dessiné ici en vert la déformée, on verra plus tard comment l'obtenir sans aucun calcul, mais à partir de la formule qu'on va utiliser, qu'on a démontré dans un paragraphe précédent, qui dit que la courbure 1 sur R, donc on va appeler petit c, est égale approximativement à, non pas y seconde, mais v seconde, on a dit qu'on appelait le déplacement vertical petit v, qui est égal à m de x sur EI. Donc le moment fléchissant à l'abscisse x divisé par E IGZ. Donc E le modèle d'élasticité, I le moment quadratique par rapport à l'axe GZ. Donc prenons par exemple, pour illustrer à quoi correspond le moment quadratique, prenons par exemple une section rectangulaire, mais il pourrait s'agir de toute autre section. Donc là, je retrouve pour mon repère RDM l'axe Y et là l'axe Z, avec le centre de gravité G. Donc IGZ, par exemple, vaut BH cube sur 12 pour une section rectangulaire. Alors, voyons à quoi correspond V, V' et V seconde de X. Donc petit v, il s'agit de déplacement à l'abscisse X de ma poutre. On appelle aussi la déformée, donc suivant Y, de ma ligne moyenne. Ça c'est petit v de X et à l'abscisse X. Donc, dans mon repère, X, Y, Z. Bon, je peux le laisser en vert. Donc là, j'ai l'axe Y, selon lequel je vais mesurer petit v. Donc X est porté par la ligne moyenne. X est
porté par la ligne moyenne, et Z est perpendiculaire, comme d'habitude, au plan de chargement. Alors, voyons maintenant à quoi correspond V'. Donc, V' de X correspond à la rotation de la section à l'abscisse X. Donc, la section va tourner d'un angle, on va dire, alpha. Donc, cet angle est orienté, donc c'est un angle alpha qui dépend de X. Et on peut également représenter cette rotation ici, angle entre perpendiculaire, donc entre l'horizontale et la tangente à la déformée à l'abscisse X. Donc ce alpha de X, en fait, est égal à V' de X. Alors pourquoi eh bien, en maths, on a la dérivée de V, donc de Y, c'est-à-dire de V, V' de X, qui est égal à tangente alpha. Mais comme les angles sont petits, ça on pourrait le vérifier, en général les déformées sont petites, donc on peut approximer tangente alpha à alpha. Donc V' de X correspond à la rotation. Et enfin, V seconde de X correspond à la courbure à l'abscisse X. La courbure donc qui est égale à 1 sur R. Donc, par exemple, sur le dessin, on peut voir que la courbure est positive. Donc elle est positive lorsque le centre du rayon de courbure se trouve vers les Y positifs. Donc, on voit ici que le rayon de courbure local grand R de X, donc qui correspond à la distance OM, c'est le centre du rayon du cercle, enfin, du rayon de la courbe locale, localement à l'abscisse X, et donc ce centre est positionné vers les Y positifs. Donc la courbure est positive dans ce cas-là. En revanche, on a un moment négatif, la courbure est négative. Donc déjà, premier point, on voit d'après cette formule, donc qui est très importante, puisque finalement, elle nous permettra de calculer la déformée connaissant le moment, ou inversement, déduire l'allure du moment connaissant la déformée, puisque cette relation lie la courbure au moment fléchissant. Alors, on va voir comment, à partir de cette formule, que j'ai encadrée en rouge, on va pouvoir obtenir V' puis V de X. Alors, on a pour coutume de la multiplier les deux membres de l'égalité par EI. Donc, ce qui me donne EI V seconde de X est égal à M de X. Donc, si j'intègre une première fois cette équation, ça va me donner donc EI. Alors, si je considère que le produit EI est constant, ça c'est une hypothèse, EI V' de X, donc je prends la primitive à gauche, la primitive à droite, est égal à la primitive du moment fléchissant plus une constante. Parce qu'une primitive est toujours donnée à une constante près. Donc ce moment dépend bien sûr ici de la poutre, du chargement. Donc si je considère une poutre chargée avec une charge linéaire petit p et une poutre de longueur petit l, alors le moment, pour calculer le moment, donc il me faut déterminer les réactions aux appuis d'abord, toujours la première étape. Donc ici, notez qu'on a une structure qui est symétrique, donc dans ce cas-là c'est relativement simple. Donc rappelons que lorsqu'on a une structure avec un chargement symétrique, les réactions d'appui sont symétriques, l'effort normal est symétrique et le moment fléchissant est antisymétrique. Et l'effort tranchant est lui, pardon, le moment fléchissant est symétrique et l'effort tranchant est antisymétrique.
Donc une fois qu'on a la réaction d'appui, en isolant par exemple la partie gauche, on obtient que le moment est égal à moins le torseur des efforts à gauche, donc moins le moment des forces situées à gauche de ma section, c'est-à-dire, donc j'ai deux forces, j'ai PL sur 2, donc le moment de PL sur 2 est négatif, il a pour bras de levier petit x, ici, si je fais une coupure à l'axis petit x, et j'ai un deuxième force qui correspond à la résultante ici de cette partie de charge numérique égale à Px, la résultante vaut Px, et le bras de levier vaut x sur 2, avec un signe plus. Donc ça me fait PL sur 2x moins Px carré sur 2. Voilà, donc si j'intègre ce moment, ça me donne PL sur 2, donc x carré sur 2, primitif de x, moins P sur 2, primitif de x carré, x cube sur 3, plus une constante que je vais appeler petit a. Donc, il faut faire attention que cette constante ne soit pas utilisée déjà ailleurs dans une notation pour une longueur, par exemple, dans mon schéma mécanique. Voilà, donc en intégrant une deuxième fois, je vais passer de v' à petit v de x, égale donc à PL sur 4, primitif de x carré, x cube sur 3, moins P sur 6, primitif de x3, x4 sur 4, plus AX, primitif de petit a, et je rajoute une deuxième constante. On voit qu'ici que j'ai deux constantes à déterminer, petit a et petit b. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer ces constantes? Eh bien, en écrivant ce qu'on appelle les conditions aux limites. Donc, conditions aux limites. On appelle CL, tout simplement. Donc, il me faudra à chaque fois trouver autant de conditions aux limites que j'ai de constantes. Les conditions limites vont s'écrire de deux manières différentes. D'abord, au niveau des liaisons. Puis, on verra au niveau du raccordement entre les différents tronçons. Donc, qu'est-ce que je peux écrire comme condition limite au niveau des liaisons? Eh bien, pour la liaison articulation et la liaison appui simple, donc liaison articulation appui simple, je vais pouvoir écrire que le déplacement vertical, petit v, est égal à 0. En effet, pour une telle liaison, la poutre étant bloquée verticalement, il n'y a pas de déplacement vertical. En revanche, je ne peux pas dire que la rotation est nulle. Donc ces conditions limites vont consister à dire que soit v est égal à 0, soit v' est égal à 0. En revanche, si je prends la liaison encastrement, eh bien la liaison encastrement, non seulement petit v est égal à 0, hein, la poutre est complètement bloquée verticalement, et également en rotation, c'est-à-dire que v' également est égal à 0.
Donc voilà les deux types de conditions limites que je vais pouvoir écrire pour les liaisons articulation et appui simple, puis pour les liaisons encastrement. Donc dans mon cas, on voit bien qu'ici, je vais pouvoir écrire, comme j'ai un appui simple en A et une articulation en B, je vais utiliser la première condition limite, à savoir que petit v est égal à 0 en A et petit v est égal à 0 en B. Donc écrivons cela. Donc dans le cas de mon exemple, donc la première condition limite va s'écrire petit v en x égale à 0, c'est-à-dire en A est égal à 0. Et la deuxième va s'écrire petit v en x égale L est égal à 0, c'est-à-dire en B. Donc on voit bien que si je remplace ici petit v, je vais commencer par oui, la première. Donc petit v dans mon équation ici, dans l'équation 1, mais ça va me donner, donc si je remplace x par 0 et d par 0, donc 0 est égal à 0, moins 0, plus 0, donc ça va me donner b est égal à 0. Toujours dans cette même équation, si je remplace x maintenant par L, je dis que v est égal à 0, donc ça va me donner 0, petit v égale à 0, est égal à, donc je remplace x par L, ça va me donner PL sur 4, soit L cube sur 3, donc PL 4 sur 12. Moins PL 4 sur 24, plus AL égale à 0. C'est-à-dire petit a donc 2 moins 1 PL4 sur 24, donc moins PL cube, que je divise également par L, sur 24. Bien, donc j'ai pu déterminer ici la constante petit a grâce petit a et petit b grâce à mes deux conditions limites. Alors, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse de connaître? En général, il m'intéresse de connaître la flèche maximum et les rotations maximum. Donc la structure étant symétrique, le chargement étant symétrique, on peut affirmer que la flèche est maximum au milieu et les rotations en A et B sont égales en valeur absolue. On peut même dire donc que la rotation en A, ici, donc alpha A, est égale à la rotation en B, ici, alpha B. Et donc la flèche est maximum, ici, au milieu. On appelle également la flèche le déplacement de la ligne moyenne, en général le déplacement maximum. Alors calculons cette flèche et cette rotation, donc petit f et oméga a. Alors, oméga a, donc calcul de alpha a, alpha b, et petit f. Donc d'après l'équation ici, petit 2, commençons par la rotation. D'après ici l'équation petit 2, si je remplace dans cette équation, je peux dire que je remplace donc x par 0, donc alpha a
alpha A c'est donc V' en X égale à 0 est égal d'ailleurs à moins alpha B. Donc V' en X égale à 0 est égal à quoi? Donc est égal à 1 sur EI, si je reprends mon équation ici. Donc si je remplace X par 0, qu'est-ce qui va rester dans mon équation? Il va me rester petit a. Il va me rester petit a. Donc 1 sur EI fois petit a. Donc la rotation est égale à moins PL cube sur 24 EI. Moins PL cube sur 24 EI. Donc on voit bien que cette rotation en effet est négative en A. D'après le schéma, on tourne bien dans le sens inverse du sens trigonométrique. En revanche, alpha B est positif. Calculons la flèche. Donc je vais remplacer maintenant dans l'expression petit 1 x par L sur 2. Donc à droite, ça va me donner P L cube sur 8 fois 12. Et L4, pardon, sur 8 fois 12. Donc V en X égale à L sur 2. Donc la flèche. Égale à 1 sur EI. Plié par. Donc P L cube sur 12 fois L sur 8, vérifie. Donc P donc L4 P L4 sur 12 fois 8. L4 sur 12 fois 8. Ensuite, le terme suivant, moins P sur 24 fois L sur 2 puissance 4, c'est-à-dire L4 sur 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, donc 24 fois 16. 24 fois 16, P L4 sur 24 fois 16. Et enfin, plus AX plus B. Donc B est égal à 0, plus AX. Donc A est égal à moins PL cube sur 24. Donc moins PL4 sur 24 fois 2. Alors si je mets au même dénominateur, c'est-à-dire 24 fois 16, c'est 384. Donc voilà, il faut que je multiplie 12 fois 8 par 2 fois 2, donc par 4. Et le dernier, 24 fois 2 par 8. Donc ça va me donner 4 moins 1, 3, moins 8, moins 5. Donc ça va me donner moins 5 PL4 sur 384 EI. Donc voilà l'expression de la rotation ainsi que de la flèche maximum au milieu de la poutre dans le cas d'un poutre sur deux appuis chargés uniformément. Alors prenons maintenant un deuxième exemple. Donc une poutre avec un encastrement A par exemple,
de portée L. Et puis prenons une charge, par exemple, ponctuelle. Donc une seule coupure, là encore, me permet de déterminer en une seule fois le moment m de x. Donc avec m de x, donc si j'isole le tronçon de droite, cette fois-ci est égal à plus le moment des forces extérieures à droite. Donc c'est égal à moins f fois L moins x. Donc moins fl plus fx. Donc si je reprends ma relation qui donne la courbure en fonction de v seconde de x, la m sur v, que je multiplie des deux côtés par EI, donc ça va me donner EI v seconde de x est égal à m de x, égal donc à moins fl plus fx. Donc j'intègre une première fois, j'obtiens EI v' de x égal à moins fl x plus f x carré sur 2 plus une constante, θ. J'intègre une deuxième fois. Donc ça va me donner EI v de x est égal à moins fl x carré sur 2 plus f x cube sur 6 plus ax plus b. Bien, toujours ici deux constantes à déterminer, petit a, petit b. En utilisant les conditions et limites qu'on a vues au niveau des liaisons, donc ici il s'agit d'une liaison encastrement. Donc quelle est la condition limite au niveau de la liaison encastrement? On a vu il y en a deux, v égale à 0 et v' égale à 0. Comme on est en A ici, donc je vais écrire v, donc condition limite, v en x égale à 0, x égale à 0, v' en x égale à 0 égale à 0. Donc là, on ne peut plus simple. La première me donne b est égal à 0, et la deuxième va me donner petit a est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser ici d'avoir? Si je regarde la déformée, donc si j'intuite la déformée en vert, donc cette déformée aura l'allure suivante. Donc qu'est-ce qui va m'intéresser de connaître? Ici la flèche et la rotation à l'extrémité. Donc entre la tangente à l'extrémité et l'horizontale. Donc calculons ces deux quantités. Donc la rotation en B, c'est V' en X égale L. Donc si je remplace dans l'équation de X par L, ça va donc me donner 1 sur EI moins FL carré plus FL carré sur 2. C'est-à-dire moins FL carré sur 2 VI. Voilà pour la rotation. Et la flèche, donc c'est petit v en x égale L. Donc
Donc si j'utilise l'équation 1, ça va me donner 1 sur i moins fl cube sur 2 plus fl cube sur 6, c'est-à-dire moins 3 plus 2 moins 2 sur 6, c'est-à-dire moins fl cube sur 3 i. Donc voilà l'expression de la flèche dans le cas d'une poutre console et l'expression ici de la rotation. Alors voyons maintenant un troisième exemple dans lequel on ne peut pas déterminer avec une seule équation le moment dans toute la poutre en une seule fois. C'est-à-dire qu'on est obligé ici de considérer deux coupures. Une première coupure pour x compris entre 0 et petit a, et une deuxième coupure pour x compris entre petit a et petit l. C'est-à-dire que j'ai deux tronçons. Bien. Je vais donc écrire l'expression de ma courbure. Donc je vais l'écrire directement en multipliant par EI. V seconde, alors je vais l'appeler 1 pour le tronçon 1. V1 seconde de x est égal à M1 de x. Et je vais l'appeler petit 2 pour le tronçon 2. Indice petit 2 pour le tronçon 2. Bon, peu importe le moment M1 et M2, je ne vais pas le calculer ici. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est de mettre en évidence, donc, en intégrant deux fois. Je vais donc ici intégrer une première fois le moment M1 de x et rajouter une constante petit a. Et si j'intègre une deuxième fois, je vais donc rajouter une deuxième constante, donc plus ax plus b. Donc même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai intégré une première fois le premier tronçon, deux fois, ce qui m'a engendré deux constantes, petit a, petit b. Et en intégrant deux fois la formule de la double intégration, donc ça m'a fait apparaître deux autres constantes c et d. J'ai donc quatre inconnus. Il va donc me falloir quatre nouvelles conditions limites pour déterminer ces inconnus. Alors, on a vu qu'on pouvait déjà écrire les conditions limites au niveau des liaisons. Allons-y, qu'est-ce qu'on a ici comme liaison? On a donc deux liaisons. Un appui simple, alors condition limite. Donc au niveau des liaisons, on peut donc écrire déjà nos deux conditions limites, à savoir que v égale à 0 en x égale à 0, et v égale à 0 en x égale à l. Mais il me manque une équation. Il me manque deux équations. Donc pour ça, on va écrire maintenant de nouvelles conditions limites qui sont conditions limites de raccordement des tronçons. Raccordement des tronçons. Donc je vais écrire que au niveau du raccordement, c'est-à-dire en x égale a, que la rotation à gauche est égale à la rotation à droite, que je peux écrire de cette manière-là. La rotation à gauche est égale à la rotation à droite, et que le déplacement à gauche est égal au déplacement à droite.
Donc la première condition limite traduit le fait que en x égale a, forcément j'ai une rotation qui est continue, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir une cassure de la rotation, c'est-à-dire quelque chose comme ça avec deux tangentes différentes, c'est-à-dire une tangente à gauche et une tangente à droite qui soient différentes. La deuxième équation traduit le fait que je ne peux pas avoir une discontinuité au niveau du déplacement, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un saut ici V2V. Voilà. Donc ces deux conditions aux limites vont me permettre, eh bien, ici, de déterminer mes quatre constantes A, B, C et D. Alors, on peut avoir aussi des conditions limites particulières dues à la symétrie du chargement. Donc c'était le cas de mon exemple 1, où donc j'aurais pu écrire comme condition limite, parce que j'avais un chargement symétrique, avec une déformée symétrique, et bien que, donc on a dit que la flèche était maximum au milieu, mais on a aussi une rotation nulle au milieu. On peut donc écrire que V' ici est égal à 0 quand x égale à L sur 2. Alors à travers ce quatrième exemple, donc avec une poutre continue à deux travées, avec la première travée qui est chargée, on va essayer d'intuiter la déformée, donc de deviner la déformée. Donc j'ai dessiné quatre déformées qui sont fausses, on va voir pourquoi, et on va essayer d'en déduire la bonne déformée. Donc dans le premier cas, on voit que en C, V, donc le déplacement vertical en C, est différent de 0. Ce qui n'est pas bon, puisqu'on a vu qu'au niveau d'un appui, que ce soit une articulation ou un appui simple, là peu importe hein, le type d'appui, V est égal à 0, donc ce qui n'est pas le cas ici. Donc en fait, quand on dessine un appui, il faut l'imaginer également symétrique dans l'autre sens. C'est-à-dire que la poutre est bloquée des deux côtés verticalement. On ne dessine jamais la partie symétrique, mais ça signifie cela. Voilà, donc le premier cas n'est pas bon. La deuxième déformée, on voit ici qu'en B, on a deux tangentes différentes. On a une première tangente à gauche et une deuxième tangente à droite qui sont différentes. Donc on n'a pas respecté la condition de raccordement des tronçons au niveau de V'. Donc on peut écrire que V'B moins, donc un petit peu à gauche de B, est différent de V'B plus. Pour le troisième cas, on a bien les conditions limites qui sont respectées, V égale à 0 au niveau des appuis, on a bien les conditions de raccordement des tronçons qui sont respectées, ici en B, on a bien là on a une tangente unique, à gauche qui est égale, tangente à gauche qui est égale à tangente à droite du point, V est égal à 0 pour les deux points, donc toutes les conditions limites sont respectées. En revanche, forcément, on ne peut pas avoir une déformée dans le même sens que la première travée, étant donné que la deuxième travée n'est pas chargée. Donc en fait, on a un soulèvement, comme ici pour le quatrième cas, de la deuxième travée. En revanche, le quatrième cas n'est pas bon non plus, puisque on s'aperçoit qu'on a une tangente horizontale ici en A, donc V' en A est égal à 0, ce qui est faux puisqu'on a un appui simple. Voilà, donc quelle serait la bonne déformée? Eh bien, on respecte les conditions limites. On a donc une rotation non nulle en A, une tangente unique en B, un soulèvement de la travée dans la deuxième travée.
Voilà donc l'allure, grosso modo, de la déformée. Exact. Alors prenons un cinquième et dernier cas, avec un encastrement en A et un appui simple en B. Et essayons d'intuiter la déformée à partir des conditions limites. Donc en A, on a un encastrement, donc V égale à 0, V' égale à 0, c'est-à-dire qu'on va partir avec une tangente horizontale. Et en B, uniquement V est égal à 0, mais pas V', donc on n'a aucune raison d'avoir une rotation nulle. Voilà donc à quoi ressemblerait la déformée. Donc si j'écris en relation la formule qui donne la courbure en fonction du moment fléchissant, on voit que le signe du moment est le même que le signe de la courbure. Or, on voit bien qu'à gauche, on a une courbure qui est négative, que dans la partie droite, on a une courbure qui est positive. Donc, ça veut dire que si je trace le moment fléchissant, donc ça veut dire que le moment étant nul à gauche, positif et négatif à gauche, positif à droite, il existe une abscisse x pour lequel le moment sera nul. Donc, admettons que ce soit à peu près ici. C'est-à-dire pour laquelle V seconde est nul, ce qu'on appelle en maths un point d'inflexion. Donc pour ce point d'inflexion, on a donc la courbe qui traverse sa tangente ici. Et pour ce point, on a donc un moment qui est nul, une courbure qui est nulle. Donc si je trace l'allure du moment, je sais que le moment sera nul en ce point. Négatif à gauche, je sais que le moment est linéaire puisque j'ai une force ponctuelle, donc j'aurai sensiblement l'allure du moment, quelque chose comme ça, maximum en F, et nul ici en V. Voilà, donc cette relation finalement est relativement puissante puisqu'elle nous permet, connaissant la courbure, d'en déduire le moment ou inversement.